Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Les démons de Loudun. Épisode 3, une noire supercherie. Contre toute attente, les possessions ne cessent pas après la mort d'Urbain Grandier en 1634. L'affaire va encore traîner 4 longues années. Quelques Ursulines semblent incapables de trouver le repos, notamment sœur Jeanne des Anges. Au début, cela arrange bien l'abbé Mignon et les moines qui trouvent dans la continuation des séances d'exorcisme une véritable scène de propagande. Eh bien oui, regardez, l'exorciste n'est pas tant un prêtre venu chasser le démon qu'un prédicateur de talent qu'on fait prêcher pour répandre la parole catholique. Et le rituel de l'exorcisme, c'est un prétexte parfait pour donner un véritable show qui attire les foules. Michel de Certeau commente. D'abord violent, voici que le diable se civilise peu à peu. Il dispute, l'horreur se mue en spectacle, le spectacle en sermon. Certes, on pleure et l'on crie pendant les exorcismes qui se poursuivent après l'exécution du sorcier Urbain Grandier, mais cela n'empêche pas de faire la dinette dans les églises pleines de spectateurs. La star de ces divertissements, notre Jeanne des Anges. L'affaire commence à durer et à devenir un peu grotesque. Le spectacle se prolonge de façon anormale. Cela perturbe le dénouement, ce triomphe de l'église sur les forces obscures. Les exorcismes se répètent sans cesse. C'est comme si les diables ne voulaient pas sortir. Autrement dit, les filles n'ont pas envie de rentrer dans le rang. Cela commence à poser de véritables problèmes de crédibilité. L'abbé d'Aubignac vient à Loudun en septembre 1637 pour voir et entendre les possédés pendant une dizaine de jours. Il rédige alors la Relation touchant les possédés de Loudun, un texte manuscrit décrivant dans le menu détail les séances d'exorcisme. Il trouve que tout cela est beaucoup trop bien rodé et soupçonne immédiatement une imposture religieuse. Ce texte n'est pas publié, il circule sous le manteau. L'abbé n'est pas stupide, il risque lui-même d'être accusé de pactiser avec le diable. En réalité, la performance de l'exorcisme est difficile à soutenir pour les jeunes filles. Certaines Ursulines commettent naturellement quelques impairs, des failles que d'Aubignac remarque immédiatement. La plus importante concerne la parole. Il est établi que le diable s'exprime en latin à travers la bouche des possédés qui parlent souvent le latin sans même l'avoir appris. L'exercice à première vue n'apparaît pas si compliqué pour les religieuses. L'historien Daniel Bourchenin précise. Elles savent par cœur le latin du bréviaire et des livres d'heures. Elles peuvent deviner le sens des questions qu'on leur pose, soit en retrouvant des mots déjà connus, soit en découvrant l'analogie avec le français. En outre, on leur rabâche les questions en variant les termes usuels jusqu'à ce qu'elles aient saisi tant bien que mal. Et pourtant, il arrive que certaines, ne comprenant pas tout, commettent des fautes grossières. Elles répondent de travers. Aubignac assiste justement à l'une de ces scènes où il observe une Ursuline du couvent de Loudun affirmer une aberration en latin, se reprendre un peu plus loin et faire comme si de rien n'était. Il ajoute. Tout cela peut recevoir diverses interprétations, car on peut dire que ce sont des souplesses du diable, et d'un autre côté, l'on peut dire aussi que ces filles n'étant pas assurées en la connaissance de cette langue, elles tombent dans ces fautes par ignorance, et que par souplesse, elles s'en relèvent. Autrement dit, devant la surprise des assistants et la mine paniquée de l'exorciste, la pauvre sœur se rend bien compte qu'elle a raté son texte, et tente de se rectifier tant bien que mal, comme un acrobate après avoir frôlé la catastrophe.
À quel point la sœur Jeanne des Anges est-elle impliquée dans les machinations politiques de Richelieu, de Laubardemont, de Trinquant et de l'abbé Mignon? Sur cet aspect-là, l'histoire garde sa part de mystère. D'autre part, est-elle sujette à des crises hystériques réelles ou est-elle la plus brillante de toutes les actrices de sa congrégation? Deux choses sont certaines. La première, Jeanne des Anges est née pour dissimuler, pour jouer la comédie. La seconde, elle a toujours voulu briller et n'a aucune envie de retomber dans l'anonymat. Mademoiselle de Belcier est définitivement exorcisée en 1638. Autrement dit, elle décide sans doute de quitter son rôle de possédée au moment où elle a déjà atteint une vraie notoriété, pour profiter ensuite d'une vie faite de dévotion et de mondanité. Lors de cette dernière séance d'exorcisme de 1638, elle aurait eu la vision de Saint Joseph, son sauveur. Il aurait laissé sur sa chemise 5 gouttes d'huile sainte parfumée. Le diable aussi aurait laissé ses stigmates. Les noms des démons Asmodée et Iscaron gravés dans la chair de sa main. C'est vraiment brillant de la part de Jeanne. Elle passe d'état de possédée à celle de miraculée puis de sainte que l'on promène dans toute la ville de Loudun, puis dans tout le royaume. On veut la voir, l'approcher. Les femmes demandent sa chemise sacrée que l'on dit dotée de pouvoirs de guérison pour les soulager des douleurs de l'enfantement. Dès 1638, Jeanne de Belcier entreprend un immense périple dans toute la France. Une sorte de voyage médiatique où elle s'exhibe devant les foules, pour reprendre l'expression de l'historienne Antoinette Gimaret. Laubardemont, qui, ne l'oublions pas, est attaché à sa famille, profite de cette célébrité et l'encourage. Jeanne valorise beaucoup cette période de sa vie dans ses mémoires, notamment son séjour à Paris. Grand nombre de personnes de qualité, amis de Monsieur de Laubardemont, conseiller d'État, maître des requêtes, docteur de Sorbonne, religieux de tous les ordres, plusieurs médecins, vinrent me visiter. Il y eut une telle affluence de peuple qui s'empressait pour me voir que le logis de Monsieur de Laubardemont se trouva trop petit pour recevoir tant de monde. On fait état que depuis ce temps, plus de 20 000 personnes me visitèrent chaque jour pendant mon séjour à Paris. On se presse pour lui poser des questions, les sceptiques autant que les adorateurs. L'engouement est tel que Jeanne s'expose parfois au public de 4 heures du matin à 10 heures du soir à la lueur des flambeaux. Apothéose de cette tournée, Jeanne est demandée au chevet de la reine Anne d'Autriche, qui accouche au mois de septembre d'un garçon longtemps attendu. Jeanne de Belcier assiste elle-même à l'accouchement et bénit de sa chemise, relique sacrée, la naissance du futur Louis XIV. Cette naissance miraculeuse, ses entretiens avec les grands du royaume et le cardinal de Richelieu toujours prêt à défendre publiquement sa sainteté, bien évidemment, tout concourt à préserver la religieuse des critiques. Antoinette Gimaret conclut. Il ne s'agit plus tant ici du triomphe de l'Église sur les diables que de la construction d'un triomphe personnel. Jeanne rencontre d'importants personnages, voyage dans leurs carrosses, fait défiler les rois, les princes, les archevêques. Par là, elle s'insère progressivement dans un nouveau réseau de protecteurs, dans une communauté d'interlocuteurs prestigieux. La merveille de ces stigmates constitue dans une France troublée une sorte de signe de ralliement, au cours d'un voyage finalement autorisé par le roi lui-même. Lorsqu'elle quitte la cour, Jeanne est auréolée d'une crédibilité accrue grâce à un merveilleux système de propagande mêlant, comme pour l'affaire Urbain Grandier, l'Église et l'État. Si Mademoiselle de Belcier se sert ensuite de ses mémoires comme d'un outil de publicité personnelle, elle l'utilise aussi pour raconter et justifier les faits dans un contexte qui tend de plus en plus au scepticisme par rapport à ces histoires de possession. Nous sommes en 1642 et le voyage à Paris semble bien loin. Antoinette Gimaret a décortiqué avec minutie le comportement et les mémoires de Jeanne des Anges par rapport aux événements. Depuis la mort d'Urbain Grandier, les écrits justifiant ou condamnant l'affaire fleurissent dans tout le royaume. Jeanne doit de plus en plus défendre son histoire contre toute une partie de l'opinion éclairée qui se passionne pour les faits, contre un parlement parisien qui fait évoluer la doctrine en matière de sorcellerie et contre les autorités médicales et judiciaires de plus en plus incrédules. Mère supérieure de son couvent, consciente d'être une figure désormais très célèbre, Jeanne s'adresse à un large public pour raconter une vision personnelle et très détaillée des faits. Une vision
irréfutable qui suit la version de la possession autorisée par les hommes d'église. En somme, une justification édifiante qui ancre encore plus sa notoriété en faisant l'apologie du catholicisme. C'est flagrant lorsqu'on lit ses mémoires. Elle emprunte à une tradition écrite et orale son portrait du diable, père du mensonge et des illusions, capable de prendre tour à tour une apparence séduisante ou terrifiante dans ses visites nocturnes, s'attaquant à elle sous la forme d'un dragon ou d'un serpent comme le veut le bestiaire usuel. Toutes les nuits pendant presque 6 mois que cette opération dura, ce démon soufflait ou parlait continuellement à mes oreilles. Il prenait très souvent des figures et paraissait comme un dragon, un chien, un lion, un bouc et autres bêtes. Quelquefois il prenait une forme humaine. Le milieu du XVIIe siècle voit s'affronter 2 groupes très distincts, celui de la tradition religieuse, intellectuelle et philosophique, et celui du libertinage érudit, qui vient remettre en cause toutes les certitudes, contester un système déjà à bout de souffle. C'est l'époque de la littérature et du théâtre baroque, fait de métamorphoses, de transformations, de toutes les contradictions internes à la passion de l'être. En fait, c'est l'époque d'une véritable révolution intellectuelle où l'on découvre qu'il y a toujours plusieurs interprétations possibles. L'année qui précède la rédaction de ses mémoires par Jeanne de Belsier, Descartes publie ses Méditations métaphysiques, expression parfaite du rationalisme classique en train d'émerger. Il pose notamment la question du réel qui pousse à s'interroger sur ce que l'on voit. Il écrit par exemple « Lorsque je rêve, les choses me paraissent aussi réelles que lorsque je suis éveillé. Il se peut donc que quelque chose qui me paraisse réel soit en fait une illusion. » On hésite constamment sur la qualification des choses, on recherche la connaissance. Ce n'est pas pour rien qu'on voit défiler à Loudun des érudits, des savants qui viennent voir si l'on peut être assuré d'une réalité ou si tout n'est qu'imagination. Le scepticisme ambiant est d'autant plus flagrant lorsqu'on parle de sorcellerie. En 1657, le pape publie la bulle Pro Furmendis qui blâme les poursuites et les jugements contre les sorciers et les sorcières. Après un dernier vent de panique avec l'affaire des poisons sous Louis XIV, un édit royal daté de 1682 décriminalise la sorcellerie en France. Progressivement, on ne parle plus d'envoûtement ou de possession, mais d'imposture, de superstition, d'exploitation de la crédulité publique. L'affaire des possessions de Loudun aura été le moment charnière, la rencontre et l'explosion de tous les combats internes et complexes qui agitaient la France depuis des décennies, avec pour bouc émissaire cet Urbain Grandier qui s'était fait trop d'ennemis. Une France désormais en marche d'un pas plus assuré vers le siècle des Lumières, guidée non plus par l'ordre religieux, mais par l'ordre politique, par la raison d'État et par le pouvoir accru d'une monarchie centralisée. J'espère que vous aurez été tour à tour étonnés, passionnés, choqués, curieux à l'écoute de ces révélations sur cette histoire de possession démoniaque des Ursulines de Loudun qui n'est, vous l'avez compris, qu'une vaste et tortueuse conspiration aux multiples ramifications intervenant dans un contexte bien précis. Croyez-moi, l'histoire ne cessera jamais de nous étonner et de nous fasciner. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour une nouvelle incursion dans les couloirs du temps.